David Serrero, architecte, enseignant-chercheur, expert en intelligence artificielle et enseignant à l'ENSA Paris-Val-de-Seine. Alors, vous êtes membre du laboratoire EFCO. Vous êtes également membre associé du laboratoire GSA. Et là, vous allez nous montrer un peu où nous en sommes dans la recherche en intelligence artificielle. En fait, moi, je suis architecte et chercheur. Donc, je travaille depuis maintenant pratiquement 20 ans dans l'université de Paris avec l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est le travail par des très jeunes chercheurs sur la question des données et sur l'impact que cet nouvel environnement des données peut avoir sur la conception architecturale. Alors, il faut savoir, je pense, ça a été évoqué ici, pour nous, ce qui est très important, c'est que l'architecte, les ingénieurs sont en train d'émerger dans un nouvel environnement, qui est cet environnement des données. Et les bâtiments vont produire des données, les chantiers sont des données, les architectes partagent des données avec leurs clients et maîtrisent les données du bâtiment. Et donc, c'est un nouvel environnement qu'il va falloir mettre en place, et puisque ça va permettre en réalité de fournir de nouveaux services. De la même manière que nos téléphones nous donnent accès à beaucoup d'applications, les voitures vont donner accès à beaucoup de services, les bâtiments vont offrir des services en plus de leur infrastructure. Et on pense que, comme c'était dit juste avant par Annalisa, pour nous, c'est très important que les architectes travaillent sur ce nouvel environnement des données et qu'on ne les laisse pas aux ingénieurs ou aux informaticiens, de manière à ce que ces futurs environnements soient aussi conçus par des architectes et avec des architectes. Donc en fait, ce qu'on a fait dans notre laboratoire de recherche, c'est de préparer des architectes à la question du codage, à la question de la réflexion sur les données et sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur le travail de l'architecte, sur la conception architecturale. Ici, alors, il n'est pas très connu en France, c'est une citation de Kai-Fu Lee, qui est le chercheur, qui est le directeur de Google en Chine, et qui a extrêmement travaillé sur ces problématiques des environnements numériques, puisqu'il a eu la chance de pouvoir à la fois travailler aux États-Unis et en Chine. Et ce que l'on ne se rend toujours pas très bien compte ici en France, c'est que finalement, la Chine est bien plus avancée que les Américains sur ces écosystèmes numériques, puisque sur la plupart des grandes plateformes chinoises, on a à la fois des services de banque, des services de transport ou d'aide à la personne, des services de vente, des services d'achat, des services de travail. Donc en fait, ces grands acteurs sont devenus des chaînes totalement intégrées. Et ce que nous dit Kai-Fu Lee, c'est que la maison va générer une masse de données, comme des téléphones, comme des voitures, et ces données servira à concevoir d'autres bâtiments et à analyser la manière dont les gens vivent à l'intérieur de leurs bâtiments. Donc c'est un terme que j'utilise parfois, on va parler de design by data, dessiner un bâtiment avec la connaissance des données. Et ce que présente Kai-Fu Lee, c'est que finalement dans ces différentes évolutions de l'IA, on a en fait 4 vagues importantes. Et on serait aujourd'hui, donc la première vague serait la vague de l'Internet qui a démarré il y a à peu près 20 ans. La vague commerciale, c'est ce qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, c'est le shopping en ligne. Et puis on est aujourd'hui dans cette phase de ce monde réel digitalisé. On parle de monde virtuel ou de métaverse, qui est le terme qui émerge en ce moment comme des copies de notre monde physique qui permettent de faire la même chose et beaucoup plus. Et puis la dernière vague qui a priori pourrait arriver assez rapidement, c'est la vague de l'automatisation de certains systèmes. Cette semaine, on a une entreprise qui s'est créée en France, qui est une entreprise de drones et qui fait voler des drones de manière totalement autonome pour faire des opérations sans qu'il n'y ait plus de contrôle de besoin de pilotes dans ces éléments. Le logement, l'un des grands principes, c'est que l'IA est basée sur la quantité de données. Pour apprendre à un algorithme à apprendre, il nous faut au minimum 10 000 informations. Et quand on en a 100 000, quand on a 1 million d'informations, on a un niveau de connaissance qui est bien plus important. Et ce que l'on voit, c'est que depuis maintenant 5 à 10 ans, on a commencé de connecter nos logements par
par évidemment les boîtes, les box et toutes ces boîtes qui permettent d'interagir avec les réseaux. Mais on a les thermostats, les systèmes de chauffage, les systèmes de climatisation, mais aussi si vous avez déjà ces derniers frigos qui parlent et qui passent commande directement de produits, on s'aperçoit que finalement le logement est un environnement qui se connecte et qu'en fait, ces données nous permettent d'améliorer le confort, mais aussi d'améliorer des tas d'informations, des tas de données, comme par exemple l'utilisation thermique et l'utilisation des logements en termes d'énergie. Et donc, c'est évident que plus on connaît le niveau d'utilisation d'un logement, plus on est capable d'optimiser des systèmes et notamment de mettre en parallèle des systèmes de réseaux intelligents d'énergie, puisqu'on partagerait l'énergie à travers plusieurs logements. Aujourd'hui, on a des consommations d'énergie qui sont gérées par chaque logement. On peut imaginer qu'en connaissant les données des logements, on soit capable de partager l'énergie entre plusieurs logements. Alors, ce que l'on a fait, je travaille avec un groupe d'enseignants-chercheurs à cette école Paris-Val de Seine. Ce qu'on a fait il y a 3 ans, c'est commencer à transformer les pratiques des écoles, des étudiants, notamment autour des enjeux du BIM. Il nous avait été demandé d'améliorer la pénétration du BIM dans la formation des architectes. Vous savez qu'on a beaucoup d'architectes qui sont finalement assez opposés à la question du BIM, qui pensent que c'est un problème, je dirais, de BIM manager ou un problème technique. Et nous, on pense que la conception, l'outil de collaboration, la maquette numérique, ça fait partie du mode de conception. On pense que c'est important que les architectes s'emparent de ce sujet du BIM. Et ce qu'on a commencé en fait à faire il y a 3 ans, c'est à démarrer ces enseignements, on appelle de conception numérique, en première année, alors qu'ils étaient généralement dédiés à la 3e ou la 4e année. Et donc, en inversant les enseignements, on a proposé en fait des classes où le numérique est enseigné en même temps que le dessin, de manière à pouvoir proposer une agilité entre les deux, de manière à ce que l'outil numérique, mais aussi la programmation, soit finalement fait de manière relativement fluide. Et puis, la deuxième idée, ça a été de dire il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les étudiants sont plus forts que les enseignants, notamment en ce qui concerne la programmation. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans l'éducation nationale en 4e, les élèves démarrent des cours de programmation avec des outils en Python tels que Scratch, qui sont en fait des outils de programmation visuelle et qui sont en train d'être se développer, de devenir la base d'une partie de l'éducation en maths ou en informatique au lycée, au collège et au lycée. Et alors, en fait, on a vu arriver des étudiants de plus en plus à l'aise sur ces sujets, avec aucune peur ou aucun a priori négatif. Et on a commencé à les faire travailler ensemble. On a parlé, en fait, on a commencé à créer ce qu'on appelle des labs. C'est des environnements d'enseignement inversés, où c'est en fait les étudiants qui travaillent et qui apprennent avec l'enseignant. Et donc, il n'y a pas du tout cette hiérarchie traditionnelle des classes. Et à partir de cette expérience-là, on a en fait créé un séminaire qui s'appelle Séminaire Architecture Intelligence, qui s'intéresse aux enjeux du numérique dans la conception. Donc, c'est un séminaire de master. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est quelques-uns des chantiers de recherche de nos étudiants qui permettent de voir en fait que, en rapport avec ce que disait Annalisa, on pense que les architectes doivent aussi programmer leurs outils et pas forcément être dépendants des outils des autres. Et c'est quelque chose que l'on peut faire relativement facilement. Il nous semble qu'à terme, certains ingénieurs architectes vont proposer des nouveaux outils qui vont pouvoir être utilisés par d'autres. Et ce séminaire a permis de créer ce qu'on appelle une chaire partenariale de recherche. C'est une chaire collaborative entre des industriels, des architectes, des bureaux d'études et puis des universités. Et cette chaire, en fait, elle permet de faire financer de la recherche ou de faire un échange de recherche par des systèmes de financement, soit de crédit impôt recherche, soit des systèmes de contrats CIFRE, qui sont des contrats qui permettent de faire financer des doctorants pendant 3 ans. Alors voilà, par exemple, alors c'est assez amusant que cette diapo arrive juste après l'expérience que vous avez eue avec SpaceMaker, puisque ça, c'est un travail d'étudiants en Master 5 qui a en fait travaillé sur ce qu'on appelle des volumes réglementaires englobants. Donc en fait, c'est un système qui permet de lire les PLU des villes et puis de proposer des volumétries qui permettent immédiatement d'avoir les volumes maximum à construire dans n'importe quel site. Il faut savoir, depuis maintenant 3 ans, le dépôt du permis numérique est obligatoire en France
La seule ville à respecter ça, c'est Paris. Il n'y a aucune ville qui est capable de recevoir aujourd'hui déjà des plans numériques, c'est compliqué, mais alors des modèles numériques, ça n'existe pas. À court terme, sous 2 à 3 ans, ça va être obligatoire. C'est-à-dire qu'on va en fait remplir un dossier de permis de construire avec un modèle 3D associé. Et j'ai rencontré récemment un collègue de Pologne où c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en Pologne, déjà à Varsovie, les plans sont déposés avec un modèle IFC ou un modèle BIM, Revit, qui permet véritablement aux instructeurs de faire l'analyse. Et donc, en fait, on a utilisé des données de PLU, on a programmé la manière dont ces données PLU se traduisent en volumétrie. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que ce système est adapté à n'importe quel type de PLU. Hein. Il y a toujours des choses qui peuvent passer à l'as. Mais ce qui est intéressant, c'est que la deuxième étape de ce travail, ça a été de dire, à partir du moment où on est capable de proposer des volumes englobants maximum pour des plans locaux d'urbanisme, on est aussi capable de faire collaborer les bâtiments entre eux. C'est-à-dire que dans les nouveaux processus de dépôt de permis, vous savez qu'il y a pas mal de processus collaboratifs dans lesquels les voisins, les riverains, les promoteurs doivent présenter leur projet et recueillir l'approbation de la communauté locale. Et ce qu'on propose ici, en fait, c'est dans ce travail, c'est de proposer un système d'agents, on appelle d'agents multiples, qui viennent collaborer les uns avec les autres de manière à ce que des volumes ou des projets puissent globalement être mis à jour au fil de ces collaborations, de manière en fait à proposer véritablement des environnements réglementaires collaboratifs pour réaliser du projet d'architecture. Voilà, donc c'est une idée qui a été programmée en partie et qui demande à être développée, mais qui montre ici que finalement avec très peu de choses, avec du texte, on est capable de fabriquer des volumes. Avec ces volumes, on est capable de faire interagir des systèmes avec, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la technologie qu'on utilise, qui est en fait une technologie de programmation de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont des systèmes apprenants qui utilisent des données pour apprendre à faire des choix ou à nous aider à faire des choix, qui permet de limiter le nombre de choix. Donc voilà une partie des éléments qui constituent le cahier des charges de ce logiciel. Et ces éléments, en fait, permettent, avec un certain nombre de boucles, de faire un aller-retour entre différents acteurs. Et ce qu'on essaye ici de faire, c'est de trouver des systèmes d'interaction entre ces différents acteurs dans un environnement numérique, un petit peu comme le font les instructeurs d'un permis dans une ville. Voilà, alors on a beaucoup c'est relativement facile aujourd'hui d'aller générer un grand nombre de solutions. Vous avez aujourd'hui dans beaucoup d'outils, notamment on avait des outils comme Dreamcatcher, Fusion 360, qui sont aujourd'hui des outils qui existent en base dans Revit. Si vous avez ce qu'on appelle Revit Générative, dans ces outils-là, en base, vous avez maintenant des outils qui sont capables de générer un très grand nombre de solutions à partir de contraintes. Voilà. Le problème, c'est comment est-ce qu'on choisit une de ces solutions. Donc là, en fait, c'est un chercheur qui a en fait travaillé sur un système d'environnement de maison très simple, très proche de nos grands classiques corbuséens, la maison domino. Et donc, ce chercheur a généré une centaine de milliers d'options. Et la question qui a été posée très vite, c'est comment choisir ces options et peut-on apprendre à un système intelligent à choisir une des options. Et ce qu'il a fait, en fait, très rapidement, c'est de prendre ces options et de faire évaluer ces options par des architectes en disant, voilà, selon vous, si vous avez cette option-là, est-ce que c'est une option intéressante ou pas, seulement à partir d'une analyse visuelle de ces options. Et puis, au bout d'une centaine, 200 réponses d'architectes, il a en fait entraîné un réseau de neurones, c'est ce que vous voyez sur la gauche, à apprendre à partir du choix des architectes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, à partir d'un millier d'opérations, ce réseau était capable d'arriver à 70 à 80% de choix positifs par rapport à ce qu'aurait choisi un architecte à sa place. Et donc, ça nous permet, dans un très grand nombre de choix générés, d'aller proposer à un architecte des choix qui sont en fait présélectionnés et adaptés à son envie, à ses désirs. Alors, c'est évident que si une agence comme Valode Épistre
commence à programmer un réseau de neurones, ça lui permet, dans un champ de centaines de milliers de possibilités d'options architecturales, d'aller choisir la dizaine d'options qui est tout à fait adaptée à l'attitude de l'agence, à son approche architecturale ou à son approche conceptuelle. Donc on peut ici vraiment avoir ce qui nous semble très important, des super collaborateurs ou des agents qui vont aider les architectes. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée les architectes ne sont pas en concurrence avec ces systèmes-là. Par contre, ils vont de plus en plus avoir besoin de ces systèmes-là pour prendre des décisions et pour avancer. Alors voilà un peu on va pas rentrer dans le détail, mais voilà un peu le système qui montre le circuit de décision, c'est-à-dire la génération d'une série de solutions architecturales, et puis ensuite l'entraînement d'un réseau de neurones à apprendre à partir des architectes de manière à améliorer le choix des décisions. Alors, on peut imaginer qu'au bout de 100 000 à 1 million d'options ou de choix d'architectes, on peut avoir en fait un architecte virtuel très performant. Le problème, c'est qu'il y a très très peu d'endroits où on a 100 000 projets qui ont été faits. A priori, on n'a jamais trouvé un environnement où on a 100 000 projets d'architectes qui ont été faits au même endroit. Voilà. Donc, on n'a pas en fait le niveau de données qui permet de véritablement programmer ces systèmes-là. Alors ensuite, on a un groupe qui travaille sur la question des ressources et sur un enjeu vraiment qui nous intéresse de plus en plus, la question du réemploi. On essaye de plus en plus dans nos bâtiments, et c'est le cas, je pense, avec cette crise que l'on connaît sur les problèmes d'approvisionnement. On a besoin d'améliorer notre connaissance des ressources autour d'un terrain. Et ceux qui l'ont expérimenté, vous avez sûrement vu les difficultés qu'on a à identifier la disponibilité des ressources à proximité d'un terrain. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la nature, évidemment, aussi bien les végétaux que les animaux construisent avec des systèmes extrêmement simples et à la fois résilients, mais locaux. Hein. Donc là, c'est un exemple fascinant qui est un exemple repris de Carl von Frisch de 1974, un livre qui s'appelle Architecture animale, qui montre la manière dont certains animaux, comme des oiseaux, ont appris à faire des nœuds à partir de brindilles, des choses assez sophistiquées qui permettent de créer des nids suspendus, comme des coques. Et ces coques dépendent de ressources qui sont extrêmement locales et toujours adaptées aux éléments à proximité. Et donc, on a pris ce modèle-là et on a essayé de savoir comment est-ce qu'on pourrait programmer des systèmes pour nous aider à choisir ou à identifier des ressources de matériaux autour d'un bâtiment. Et donc, voilà, ce qu'on a en fait fait, c'est on a travaillé sur un terrain qui se trouve à Ivry et dans lequel, ici, on a identifié les bâtiments qui allaient être démolis dans ce terrain. Donc, on a pris à la fois une base de données de bâtiments qui étaient sur le point d'être démolis ou voués à la démolition. Et puis, à partir de ces bâtiments, on a en fait essayé de savoir quelles seraient les ressources disponibles sur chacun de ces bâtiments. Et puis, on a commencé à compter les surfaces et les quantités de briques, les quantités de charpents de bois, les quantités de tuiles, les quantités d'éléments béton, de pardage, de revêtement de sol, de pierre. Et on a essayé de progressivement d'identifier les ressources autour d'un terrain. Et puis, et là, à nouveau, on a utilisé ces données pour apprendre à des systèmes que l'on a programmés à identifier les ressources autour d'un bâtiment. Et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cet outil pour que les architectes puissent identifier les ressources de bâtiments immédiatement autour de leur projet, de manière à améliorer le taux de réemploi de matière dans ce projet. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est on a évidemment des objets qui peuvent plus facilement être réemployés, comme les briques. Et puis, ce qu'on a essayé de définir ici, c'est un système dans lequel certaines ressources sont géolocalisées, mais aussi sont géolocalisées dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait que dans 3 mois, dans 6 mois, on va avoir un stock de briques disponible et que ces briques peuvent être utilisées dans certains types d'usages, soit des murs de structure, soit des murs de décoration, soit des revêtements de sol. Et donc, l'idée ici, c'est de proposer un environnement qui permet aux architectes d'améliorer ce travail sur la question du réemploi. Eh ben, deux derniers exemples. Hein. C'est la question alors, on s'est posé la question quels seraient les éléments sur lesquels les architectes restent imbattables. Et c'est sûr que dans le travail de l'architecte, on a en fait un travail assez fort sur la question de l'expérience et de l'émotion.
Et on a un groupe qui travaille sur la question d'essayer de scanner les émotions des utilisateurs de bâtiments. Et donc, ce chercheur qui s'appelle Barbara Raquet a travaillé sur la manière dont le battement de cœur, nos températures corporelles peuvent être utilisées comme système pour évaluer l'émotion à l'intérieur d'un espace. Et donc, elle a en fait créé une cartographie des émotions dans plusieurs bâtiments et elle utilise ces données pour pouvoir en fait recomposer certains types d'espaces. Donc voilà en fait, le type de travail qui est fait par des jeunes architectes, chercheurs, et qui utilisent les données, qui programment des outils pour aider et améliorer le travail de l'architecte. Voilà, il y a d'autres exemples, mais je serais ravi d'en parler. Merci beaucoup de votre intervention très riche.